Waouh! Aujourd'hui, nous verrons que trop de sévérité peut s'avérer très néfaste dans la confiance qu'un enfant peut avoir en lui-même. C'est parti. Mario Danieli, 15 ans, rentre chez lui dans une jolie villa d'une rue élégante de la banlieue de Milan. Le jeune homme sort du lycée. D'habitude, c'est un trajet qu'il accomplit en quelques minutes. Mais cela fait près d'une demi-heure qu'il hésite, qu'il fait demi-tour aux abords de la villa et revient de nouveau sur ses pas. Mario Danieli est frêle pour son âge. C'est un blondinet aux yeux bleus. Il n'y a pas besoin de l'observer longtemps pour se rendre compte qu'il s'agit d'un être timide et dominé. Enfin, il se décide. Tête baissée, les yeux rivés sur le sol, il pousse la grille du jardin et sonne à la porte. Il serre contre lui son cartable, qui contient la raison de sa peur, de sa panique, sa composition de mathématiques. C'est sa mère qui lui ouvre. Elle l'embrasse sans dire un mot. Mario n'en est ni étonné, ni rassuré. Sa mère ne dit jamais rien. Mais déjà, dans la salle à manger, une voix impatiente retentit. « C'est à cette heure-ci que tu rentres. Viens un peu par ici. » Mario Danieli obéit comme un automate. Il sait qu'il n'y a rien à faire. Il aimerait de toutes ses forces être ailleurs, mais c'est trop tard. Devant la table, où il terminait son déjeuner, Giuseppe Danieli, son père, le considère fixement. C'est un homme massif, très brun, qui paraît plus que ses 40 ans. « Alors ? D'où viens-tu ? T'as encore été traîné dans les rues, c'est ça ?» Mario Danieli bafouille. « Oui, enfin, non. » Et puis, il se lance à l'eau. « J'ai les résultats de ma composition de maths. » D'une main tremblante, il sort la copie annotée de rouge. Son père la lui arrache et pousse un rugissement. 2 sur 20 ? Avant-dernier ? Mais tu es le pire des bons à rien. Tu es pire que tout. Angela Danieli tente timidement d'intervenir. Ne te mets pas dans des états pareils. Le petit se rattrapera la prochaine fois. Mais son mari ne l'entend pas. Tu ne passeras même pas ton bac. Tu seras renvoyé du lycée avant. Et ne compte pas sur moi pour te mettre dans un collège privé. Tu iras au travail tout de suite, en usine ou ailleurs. En attendant, monte dans ta chambre. Tu resteras à la maison tout le week-end. Tu réviseras tes maths. La tête basse, Mario gagne sa chambre. Il estime s'en être tiré à bon compte. Au moins, son père ne l'a pas battu. Quant à Giuseppe Danieli, une fois sa colère passée, il médite sur la difficulté d'être père et l'ingratitude des enfants en général. Ce n'est pourtant pas faute de crier. Il n'y a que cela que Mario comprenne. Enfin, lui, au moins, malgré tous ses défauts, il n'est pas comme les autres. Avec les principes qu'il a reçus, il sera un homme sain. Ce ne sera pas un de ces petits voyous aux cheveux longs qui courent les rues en cette année 1968. Et Giuseppe sait de quoi il parle. Il est juge pour enfants au tribunal de Milan. Un magistrat d'ailleurs connu pour sa sévérité et ses principes. Giuseppe Danieli est très confiant dans ses principes. Il n'imagine rien d'autre en dehors d'eux. L'imagination n'a jamais été son fort. Que sait-il vraiment dans le fond de son fils, Giuseppe Danieli ? Sa fonction ne requiert aucune aptitude spéciale en psychologie. Pour être juge pour enfants en Italie, il suffit de se présenter au concours administratif et de répondre à des questions de droit, c'est tout. Giuseppe Danieli n'a jamais été choqué de voir Mario rentrer couvert de bleu quand il était plus jeune. À sa femme, qui s'en inquiétait, il répondait « C'est normal, un garçon est fait pour se battre. » En fait, Mario Danieli a longtemps été le souffre-douleur de ses camarades. Sa vie quotidienne en classe n'est pas loin d'être un cauchemar. S'il avait un brin de psychologie, M. Danieli aurait également compris qu'il est en grande partie la cause des mauvais résultats scolaires de son fils. Son exigence, sa dureté ont produit l'effet contraire à celui qu'il escomptait. Par crainte d'avoir une mauvaise note, une mauvaise place, Mario panique devant sa feuille. Et plus il a peur de rater, plus le résultat est catastrophique. À 15 ans, Mario Danieli est devenu un garçon secret, délaissé par ses camarades comme par ses professeurs, qui vit dans la crainte, dans la hantise de son père, de son juge de père. Pourtant, ce qui n'était pour lui qu'une situation difficile va prendre brusquement un tour aigu. Nous sommes en mars 1968. En Italie, comme un peu partout en Europe et en Amérique, on assiste à un commencement d'effervescence dans la jeunesse. Pour l'instant, ce ne sont que des mouvements spontanés, des chahuts, le début qu'on appellera plus tard la contestation.
Et en ce mois de mars, un incident se produit dans les rues de Milan. Une bande de lycéens se heurte à quelques policiers. Les coups sont échangés. Un jeune homme de 16 ans, Carlo Deschedo, est arrêté. Il a lancé une pierre contre un monument public. Le jeune homme passe sans tarder en jugement et, comme il est mineur, il se retrouve devant le tribunal pour enfants. C'est Giuseppe Danieli qui est désigné pour présider les débats. Dehors, en face du palais de justice, une centaine de jeunes gens, les camarades du prévenu, se sont rassemblés. Mario Danieli n'en fait pas partie, bien entendu. Pourtant, Carlo Deschedo est un élève de son lycée, en classe de première. À l'intérieur du palais, l'ambiance est détendue. Les représentants de la presse et du public sont sûrs que le verdict sera indulgent. Le délit n'est pas très grave. Il faut sévir, bien entendu, mais juste pour le principe. Pourtant, quand le président, Giuseppe Danieli, fait son apparition, l'atmosphère change. Le juge a on ne sait quoi de dur, d'impitoyable dans le regard. Il procède brutalement à l'interrogatoire. « Nom, prénom ?» L'accusé répond d'une voix mal assurée. « Deschedo Carlo. » « Occupation ? » « Je suis étudiant en première. »« Quel lycée ? » ?»« Victor Emmanuel. » En entendant citer l'établissement de son fils, le juge ne peut s'empêcher d'avoir un commentaire. « J'espère que vous vous rendez compte de l'exemple que vous donnez à vos camarades. Surtout à ceux qui sont plus jeunes que vous et qui sont sains. » Et les débats se poursuivent sur ce ton. Giuseppe Danieli les mène tambour battant, interrompant la défense, agrémentant chaque déposition de remarques acides. Le procureur prononce enfin son réquisitoire. D'une voix qu'il s'efforce de rendre bourrue, il demande une peine symbolique, car la société ne peut admettre de tels actes, tout en reconnaissant que la jeunesse de l'accusé est une raison d'indulgence. En conclusion, il réclame 4 jours de prison avec sursis. La défense demande l'acquittement pur et simple, et Giuseppe Danieli rend son verdict. 6 mois de prison ferme. Dans la salle, c'est un silence stupéfait qui dure une bonne minute. 6 mois de prison ferme, alors que le procureur avait demandé 4 jours avec sursis. Cela ne s'est jamais vu. Est-ce que le juge a perdu la raison ? En tout cas, une chose est certaine. S'il voulait jeter de l'huile sur le feu, il ne pouvait pas faire mieux. Effectivement, la nouvelle aussitôt connue déclenche à l'extérieur un mouvement de colère. La police doit disperser les manifestants. Mais les lycéens ne s'en tiennent pas là. Le lendemain, ils viennent en délégation dans la banlieue chic de Milan, conspuer le juge devant sa villa. Encore une fois, la police est obligée d'intervenir. Et Mario dans tout cela ? Est-ce que son père ne s'est pas rendu compte qu'il venait de lui rendre la vie impossible ? Pendant la manifestation, il est là, dans sa chambre, dissimulé derrière les rideaux. Des minutes entières, il entend le nom de son père conspué par ses camarades. Il a honte. Mais par-dessus tout, il a peur. Maintenant, il a encore plus peur de ses camarades que de son père. Le lendemain, Mario tente une démarche auprès de lui. Pour une fois, il ose l'affronter. C'est qu'il n'a pas le choix. « Papa, j'aimerais ne pas aller au lycée aujourd'hui. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Tu ne crois pas que je devrais attendre quelques jours, que les choses se soient un peu calmées ?» En entendant cette proposition d'une incroyable audace, Giuseppe Danieli se met à rugir. « Qu'est-ce que tu dis ? Tu voudrais me déshonorer ? Bien sûr que tu vas y aller. Et tout de suite encore, la tête haute. Tu vas leur montrer, à ces voyous, que tu es un garçon sain. » Et Mario Danieli part pour son lycée. Il fait beau, mais il ne voit rien. Il ne sent que cette boule intolérable qui lui étrangle la gorge, que cette faiblesse qui lui coupe les jambes. Et il se prend à murmurer en pensant à son camarade. 6 mois de prison. Il a de la chance. Mario est arrivé devant la grille de son lycée. Instinctivement, comme lorsqu'il apporte une mauvaise note à la maison, il serre son cartable contre lui et il s'avance, tête baissée, droit devant. Voilà, il est dans la cour de récréation. Il s'attendait à des cris, à des coups, mais non, il ne se passe rien. Il lève les yeux craintivement et constate qu'un grand vide s'est fait autour de lui. De loin, les élèves l'observent avec un mépris affiché. Il respire. Ce n'est pas trop grave. Ils le mettent en quarantaine, c'est tout. Dans le fond, n'est-ce pas une chance ? Il en a l'habitude depuis longtemps. Ce n'est qu'une différence de degré. Les mois ont passé. Carlo Deschedo, bénéficiant d'une mesure de grâce, est sorti de prison depuis longtemps. Mais pour Mario Danieli, la situation ne s'est pas arrangée. Personne n'a oublié. Personne ne lui pardonne le verdict de son père, dont pourtant il n'est pas responsable. Personne, ni les élèves, ni les professeurs. Ses résultats scolaires sont de plus en plus mauvais. Bien sûr, Mario Danieli n'a jamais été un bon élève.
La peur de mal faire l'a toujours paralysé. Mais depuis le procès, il en est certain, ses professeurs sont injustes avec lui. Il rapporte à la maison des notes de plus en plus médiocres, qui sont suivies de colère de plus en plus violente de son père. L'année 1969 arrive. Celui qui ferait attention à Mario Danieli s'apercevrait qu'il dépérit de jour en jour. Il a les yeux cernés, le teint pâle. Mais personne ne fait attention à lui, ni au lycée, ni à la maison. Et brusquement, Mario n'y tient plus. Tout arrive d'un seul coup, le 4 janvier, jour de la rentrée. Ce jour-là, son professeur lui a remis son devoir de mathématiques. Note 0, accompagné du commentaire « élève nul ». Comme à l'accoutumée, l'adolescent traîne en rentrant déjeuner chez lui. Mais cette fois, il ne se décide pas à franchir la porte. Cette fois, il craque. Il va droit devant lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne veut pas rentrer. Il ne rentrera plus. C'est la seule certitude qu'il a. C'est vers 2 heures de l'après-midi qu'il reprend ses esprits. Et avec la conscience survient la panique. Il n'a pas été déjeuner chez lui. Il devrait déjà être en classe. Il est allé trop loin. Il ne peut plus retourner ni à la maison, ni au lycée. Il n'a qu'un moyen de s'en sortir, fuir. Mario Danieli est entré dans le jardin public. Il s'assied sur un banc. Fuir? Mais avec quoi? Pour cela, il lui faudrait de l'argent. Or, il n'a jamais eu une lire. Son père lui a dit qu'il n'aurait pas d'argent de poche tant que ses notes ne seraient pas satisfaisantes. Et c'est alors qu'un souvenir s'impose à lui. Une phrase de sa mère concernant une de leurs voisines, Madame Fiora. « Je ne comprends pas, Madame Fiora. Elle laisse une partie de son argent du mois dans le compteur électrique. Je lui ai dit que c'était imprudent, mais elle ne veut rien entendre. » Dans l'esprit bouleversé du jeune homme, l'idée vient de naître. L'argent, c'est chez Madame Fiora qu'il se trouve. Et c'est chez elle qu'il ira le chercher. En prenant 1000 précautions, Mario Danieli arrive en face du domicile de ses parents. Il sonne à la porte d'une jolie villa semblable à la sienne. C'est Madame Fiora qui lui ouvre. Bien entendu, elle est seule. Il est 3 heures de l'après-midi et son mari est au travail. En le voyant, elle ne manifeste aucune inquiétude, seulement de la surprise. « Mario? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es donc pas en classe ?» Avec un aplomb qui le surprend lui-même, le jeune homme répond. « Non, c'est maman qui m'envoie. Elle a quelque chose à vous demander. Je peux entrer ?» La voisine lui ouvre la porte. Alors, comme un fou, il se précipite vers le compteur électrique, enfermé dans son coffrage. Avec un hurlement, Madame Fiora s'est jetée sur lui. L'adolescent se dégage, poursuivi par la voisine, et s'engouffre dans la cuisine. Il prend la première chose qui lui tombe sous la main, un couteau, et il frappe plusieurs fois. 4 janvier 1969, 6 heures du soir, le juge Giuseppe Danieli préside une séance du tribunal pour enfants. Il a prononcé le huis clos. Après avoir rendu sa sentence, il quitte la salle. Derrière la porte, 2 policiers sont là qui l'attendent. « Monsieur le juge, il est arrivé un malheur. Votre fils vient de commettre un meurtre. » Giuseppe Danieli n'a qu'une seule réaction, l'incrédulité. « Ce n'est pas vrai. »« Si, monsieur le juge. Et il dit que c'est de votre faute. » Le procès de Mario Danieli, 16 ans, s'est ouvert à la fin de la même année de 1969. Dans la salle, tout le monde avait les yeux tournés vers un homme tassé sur lui-même, comme accablé par un poids trop lourd. C'était Giuseppe Danieli, qui avait entre-temps donné sa démission de la magistrature. Plus jamais il ne jugerait d'enfants, ni personne d'autre. Et les remords affichés par le père du meurtrier ont semblé de plus en plus justifiés à mesure que se déroulaient les débats. Car tous les témoins qui se sont succédés à la barre ont mis en lumière sa responsabilité vis-à-vis de son fils. Après un réquisitoire modéré et une plaidoirie émouvante, le président s'est rangé du point de vue de la défense. 10 ans de prison avec sursis et 2 ans dans un établissement d'éducation surveillée. Mario Danieli se voyait accorder le droit de se racheter, d'avoir dans l'avenir une vie normale. Heureusement pour lui, ce jour-là, le juge pour enfants ne s'appelait pas Giuseppe Danieli. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Toute sa vie, Mario aura eu peur de son père, une peur qui lui aura fait commettre le pire. Le résultat aura été une bonne leçon pour son père. À bientôt les petits angoissés.